Bonjour, on va essayer de revenir sur ce que nous avions fait dans la voie bouddhiste. On va essayer de compléter ce que nous avions fait par rapport au samsara, le cycle des existences conditionnées, contaminées, douloureuses. On va essayer de voir que c'est important de comprendre ce que veut dire renaître. Donc souvent, on entend le terme réincarnation, mais ce n'est pas tout à fait l'équivalent de ce qu'on trouve dans les langues originelles du bouddhisme. En sanskrit, on dit punarbhava, ça veut dire redevenir, et en tibétain, on dit kyewa ngachi, les naissances passées et à venir. Donc, c'est plutôt le terme renaissance qui convient. Et donc, est-ce que ça relève plutôt de la croyance ou de la connaissance? Il y a des gens qui disent, bah, moi je suis bouddhiste, donc je crois dans les renaissances, moi j'y crois pas, etc. Est-ce qu'il faut y croire ou pas? Bien sûr, il appartient à chacun de se faire sa propre opinion, mais là, on va essayer de donner quelques éléments de réponse. Donc, c'est sur la base de l'enseignement du Bouddha, le Shalistamba Sutra, le sutra de la pousse de riz, qui est commenté d'une manière admirable par le vénérable Geshe Jamdul. Donc, il explique que le Bouddha se promène à côté d'une rizière avec ses disciples, et donc, à un moment donné, il montre une pousse de riz et commence à évoquer d'une manière assez brève la production dépendante. Et donc, c'est sur la base de ce que le Bouddha a mentionné ici que par la suite, ses disciples entrent dans un dialogue et essayent de comprendre ce que le Bouddha a mentionné par rapport à cette production dépendante. Et donc, vous pouvez retrouver le sutra de la pousse de riz à la fin du sutra du diamant, et puis vous pouvez aussi retrouver quelques éléments, une citation en particulier, dans les 4 vérités des nobles Arya de Geshe Tashitsering, qui est vraiment extraordinaire, qui explique très bien les 4 nobles vérités, les 12 liens de production indépendante, etc. Donc on va voir ensemble ce que dit le Bouddha à un moment donné par rapport à cette production dépendante. Donc il dit, parce que ceci existe, cela existe. Parce que ceci est produit, cela est produit. C'est ainsi qu'à cause de l'ignorance, il y a les formations karmiques. À cause des formations karmiques, il y a la conscience. Et ensuite, le Bouddha continue à évoquer les 12 liens de production dépendante. Donc, vous vous souvenez, on en avait vu de manière assez abrégée, on avait vu ces 12 liens précédemment. Donc ici, l'ignorance, elle commence en bas. En bas à gauche, c'est la personne avec le bâton, la personne aveugle ici, qui schématiquement représente l'ignorance. Et donc ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. À cause de l'ignorance, on a les formations karmiques. À cause de cela, on a la conscience, puis le nom et la forme, donc les agrégats. En dépendance du nom et de la forme, on a les 6 sources, les sources sensorielles. Ensuite, en dépendance de ça, on a le contact. En dépendance du contact, la sensation. À cause des sensations, on a la soif. À cause de la soif, on a la saisie. Et à cause de la saisie, on a le devenir, les graines karmiques qui germent. À cause du devenir, on a la naissance. Et bien sûr, à cause de la naissance, on a la vieillesse, la mort et tout le lot de souffrances qui va avec. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on entre dans le samsara? Comment est-ce qu'on tourne encore, encore et encore? Mais on peut s'en extraire. Donc pour s'en extraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dérouler le fil à l'envers. Si on veut ne pas mourir, vieillir, mourir, souffrir, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cesser de renaître de manière conditionnée par le karma et les afflictions. Et donc pour éviter de renaître, il faut éviter le devenir. Pour éviter le devenir, il faut éviter la saisie. Pour éviter la saisie, il faut éviter la soif, etc., etc. Jusqu'à donc éviter l'ignorance, renverser l'ignorance. Donc ici, vous pouvez voir différentes descriptions dans différents textes par rapport à ces 12 liens. Et donc, ils fonctionnent au moins sur 2 naissances, sur 2 existences. Et bien sûr, ça peut être plus. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'il est possible qu'on ait ces renaissances? C'est sur la base de la conscience, en fait. Donc, on retrouve différents exposés dans les bibliothèques bouddhistes par rapport à tout ça. En particulier, dans Pointing the Way to Reasoning, on a une citation magnifique de ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit Namche Mimba Namche Kin, Yala Mimpe Chilian Drup. Ce qui n'est pas de la conscience ne peut être la cause substantielle de la conscience. Donc ça, c'est un point très important ici.
par rapport à ce que veut dire la cause substantielle. Qu'est-ce qu'on entend par la cause substantielle? Dans la playlist par rapport à la philosophie bouddhiste, normalement, il y a une vidéo sur les causes. Vous pouvez retrouver justement ce qu'on entend par cause substantielle du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement, c'est l'entité même de la cause qui doit se transformer pour engendrer son effet. Donc ça veut dire que la cause substantielle et son effet doivent appartenir à une même continuité substantielle. Bien sûr, il peut y avoir des points de vue différents. Par exemple, pour les conséquentialistes de la voie médiane, pour le Prasangika Madhyamika, il n'y a pas nécessairement cette nécessité d'une même continuité substantielle. Mais là, pour l'instant, on va essayer de se concentrer là-dessus pour voir que si on a besoin d'une pousse de riz, il faut planter du riz. Si on veut un pommier, il faut planter un pépin de pomme. Donc, en fait, on a des causes et des conditions qui engendrent certains effets et pas d'autres. Donc ici, ce que veut dire Dharmakirti, c'est que la conscience a pour cause substantielle un instant de conscience précédent, qui lui-même a pour cause substantielle un instant de conscience précédent, etc., etc. Donc ici, on peut aussi débattre, on peut se poser la question, quand nous nous endormons, où vont nos consciences, par exemple nos consciences sensorielles? Est-ce qu'elles disparaissent? Si elles disparaissaient, si leur continuum était tranché, ça voudrait dire que personne ne pourrait se réveiller le matin, personne n'entendrait son réveil. Donc, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se poursuive. Et donc, de ce point de vue-là, on va dire que quand une conscience sensorielle se résorbe, au moment du sommeil profond, par exemple, à ce moment-là, elle est sous forme de graine, sous forme de potentiel. Mais un potentiel, le problème, c'est qu'un potentiel, c'est une chose produite qui n'est ni de la forme, ni de la conscience. C'est un composé non associé. Et donc là, ça a tendance à contredire ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut être la cause substantielle de la conscience. Pourtant, un potentiel, une graine de conscience ou un potentiel, une empreinte, ce que vous voulez, ce n'est pas de la conscience. Donc comment est-ce que ça peut engendrer une conscience? On a une conscience visuelle, par exemple, qui se résorbe, qui devient une forme de graine, un potentiel dans la conscience mentale, par exemple. Et ce potentiel va se réveiller et engendrer à nouveau une conscience visuelle quand on va se réveiller le lendemain. Donc ça voudrait dire que la conscience pourrait avoir pour cause substantielle ce qui n'est pas de la conscience. Donc il y a des débats là-dessus. Et donc quand, au monastère Nalanda, quand le vénérable Geshe Gensen a commenté ce point de vue-là, il a interprété en disant ce qui n'est pas de la conscience et qui serait de la forme ou qui serait de la matière ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Donc, dans le sens où la matière et la conscience ne sont pas du tout compatibles pour être cause et effet substantiel l'une de l'autre. Donc bien sûr, ça, ce sera débattu par les sciences occidentales, les vues matérialistes, etc., qui considèrent que la conscience, c'est un épiphénomène de la matière organisée, du cerveau en particulier, dans le sens où dès qu'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de conscience, c'est terminé. Donc il n'y a pas de renaissance possible. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à discuter, à entrer dans un dialogue vis-à-vis de ce point de vue matérialiste pour essayer de démontrer que la conscience, c'est un flot ininterrompu qui, dans ses aspects les plus subtils, peut se passer du cerveau. Bien sûr que les aspects grossiers ont besoin du cerveau, ça on peut le démontrer. C'est ce que dit sa sainteté Dalai Lama. Il y a eu de nombreuses expériences scientifiques qui ont démontré que, au cours de certaines chirurgies, certains souvenirs extrêmement vivaces pouvaient surmonter. Comment dire, remonter à la surface, parce que le cerveau était modifié ou touché, etc. Donc on peut en effet tout à fait accepter que les consciences grossières soient associées aux aspects organisés de la matière avec le cerveau. Ça, tout à fait, on peut l'accepter. Mais la conscience dans son aspect le plus subtil, comment est-ce qu'on arrive à affirmer qu'elle puisse avoir un continuum sans début ni fin? Comment est-ce que, grâce à ce continuum sans début ni fin, on peut avoir différents types de causalité et de causalité karmique en particulier? Comment est-ce que certains des 12 liens de production dépendante ont pu être effectués au cours du passé et d'autres de ces 12 liens vont être effectués au cours d'une vie actuelle, par exemple? Donc, on va essayer de voir ce qu'est la conscience du point de vue bouddhiste. Donc ici, on a à nouveau
Acharya Dharmakirti qui dit Namshayud Zimbaichö. La conscience est un phénomène qui appréhende des objets. Et donc, ça, c'est dans le Pramanavartika, dans son commentaire au compendium de cognition valide. Et toujours dans le chapitre 2, il dit quelque chose d'important. Il dit la nature de l'esprit est claire lumière et les souillures sont adventistes, les souillures des afflictions, les facteurs perturbateurs, les karmas négatifs, etc. Tout ça, c'est adventiste, c'est accidentel, ça n'appartient pas à la nature de l'esprit. La nature de l'esprit est claire lumière. Et donc, quand on parle de claire lumière, il y a plusieurs aspects par rapport à ça. C'est ce que mentionne souvent sa sainteté Dalai Lama. Elle dit qu'il y a la claire lumière objet et la claire lumière sujet. La claire lumière objet, c'est la vacuité. Et la claire lumière sujet, c'est cet aspect clair et cognitif de l'esprit. Le fait que l'esprit ait la capacité d'appréhender clairement ces objets. Donc c'est pourquoi ici on a la définition donnée par Yonzin Purbuchok, Sel Shingrikpa, Shebet Senyi. La définition de la conscience est ce qui est clair et cognitif. Donc clair, pourquoi? Parce que les objets peuvent apparaître clairement à l'esprit, comme des objets peuvent se refléter clairement dans un miroir. Mais le miroir, lui, ne connaît rien, n'appréhende rien, c'est de la matière inerte. L'esprit, c'est ce phénomène unique dans l'univers. L'esprit, la conscience, le mental, tout ça, c'est équivalent du point de vue bouddhiste. Bien sûr, quand on parle du mental, pas de la conscience mentale, c'est autre chose. Conscience mentale et mentale, c'est différent. Mais quand on dit conscience, mentale et esprit, c'est équivalent. C'est toujours clair et cognitif. Ça a la capacité d'appréhender clairement ces objets, de connaître, de comprendre, de réaliser ces objets, de les certifier. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très important de comprendre que la conscience est un phénomène unique dans l'univers qui a cette capacité-là, alors que tout le reste ne l'a pas. Par exemple, on peut débattre par rapport aux plantes. Est-ce que les plantes sont conscientes? Elles ont certaines fonctions. Le fait d'échanger des informations, par exemple. Il est possible que des acacias, par exemple, échangent des informations avec d'autres acacias quand ils sont agressés, etc. Et donc, ils développent des tanins pour se protéger d'une agression quand les gazelles viennent manger leurs feuilles, par exemple. Donc, il y a des échanges d'informations entre les plantes, c'est possible. Mais est-ce que cet échange d'informations prouve le phénomène conscient? Pas nécessairement. Par exemple, cet ordinateur devant moi, il peut être branché à une imprimante ou communiquer par Wi-Fi avec une imprimante, et donc il y a un échange d'informations. Est-ce que l'ordinateur et l'imprimante sont conscients pour autant? Non. Donc, c'est important de voir ce que représente la conscience. Donc, c'est pourquoi quand on a des débats, quand on veut débattre avec quelqu'un, il faut essayer de comprendre quelque chose de très important. Ça, on l'étudiera en logique, quand on étudiera la psychologie bouddhiste. Dans une autre playlist, on verra que la définition d'un protagoniste approprié en débat, c'est quelqu'un qui a certifié au moyen d'une cognition valide les trois que sont la raison, le prédicat et le sujet, mais qui a un doute sur la thèse. Donc ça, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, c'est juste un truc assez important, c'est que quand on veut débattre avec quelqu'un, n'importe quelle personne n'est pas un protagoniste approprié en débat. Et il faut que la personne avec qui on veut débattre ait certifié certaines choses par rapport à ce que on veut démontrer. En particulier, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le sujet du débat, la conscience. Par exemple, si on dit avec un syllogisme, la conscience est sans début ni fin parce que elle n'a pour cause substantielle qu'un instant de conscience antérieure, par exemple, là, ça c'est un syllogisme, on pourrait en prendre d'autres. La conscience, c'est le sujet du débat, c'est le sujet du syllogisme. Si on parle de la conscience à quelqu'un et que cette personne n'a pas eu comment dire, une certification de ce que représente la conscience à la première personne, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment dire que cette personne soit un protagoniste approprié en débat. On ne peut pas débattre avec cette personne. Il faut que les deux parties aient compris ce qu'est la conscience, le phénomène conscient, qui est mentionné dans les textes, etc. Mais tout ce qui est mentionné dans les textes, dans les livres, etc., est-ce que ça suffit? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut essayer au travers d'une pratique méditative, un entraînement intérieur, une forme d'introspection, d'essayer d'observer par soi-même ce qu'est la conscience. Et donc, ça ne peut se faire qu'en recevant des instructions de la part d'un maître qualifié,
Comme ça, Saint Dalai Lama, très régulièrement, quand il enseigne sur la méditation, il donne des instructions pour méditer sur l'esprit lui-même, sur la conscience elle-même, d'essayer d'observer ce qui est là, même quand il n'y a pas de pensée, même quand il n'y a pas d'élaboration conceptuelle grossière. Et donc, ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à certifier le phénomène conscient. Et à ce moment-là, on pourra ensuite essayer de engendrer des inférences, des déductions logiques en disant, en effet, il est possible que les renaissances soient un processus qui dure sur le long terme, euh, en dépendance de ce continuum de conscience, parce que cette conscience, si on l'observe à la première personne, en direct, on peut voir qu'en effet, elle n'a rien de matériel. Elle a une nature qui est antinomique avec la matière. Et donc, elle ne peut pas avoir pour cause substantielle la matière elle-même. Et donc, seul un instant de conscience antérieur peut être la cause substantielle de cet instant de conscience présent, etc., etc. Donc, ça demande quand même pas mal d'études, de réflexion et de méditation pour essayer de certifier les renaissances. Si on veut avoir une forme de connaissance, une cognition valide par rapport aux renaissances, et pas simplement s'arrêter à de la simple croyance. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais revenir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et à très